Bonjour et bienvenue à cette première table ronde de l'édition 2022 de la Foire Papier. On est très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour aborder des questions importantes. Je me présente, je suis Mylène Lachance-Paquin, je suis la fondatrice, directrice de Poste Invisible, une initiative qui est finalement une biennale qui va poser son regard sur la place des femmes dans le champ de l'art visuel, des arts visuels. Avant de débuter, je voudrais juste prendre un moment pour mentionner que nous sommes sur un territoire autochtone qui est occupé, mais non cédé. Donc, je voudrais prendre un instant pour saluer les communautés autochtones. Voilà. Aujourd'hui, on est vraiment en très bonne compagnie, vous allez voir. On est accompagné de 3 femmes inspirantes qui colorent le paysage culturel d'une lumière authentique. Je les présente brièvement, puis ensuite, je vais passer à chacune. Je vais lire. J'ai fait un petit résumé de leur bio parce que quand même, des femmes très actives. Hein? J'ai bien fait ça. Donc, on a Caroline Monet. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vraiment un grand privilège. Roxane Arsenault. Quel bonheur. Maude Arsenault. Il n'y a pas de lien de parenté. C'est un hasard, un heureux hasard. Sûrement peut-être. Sûrement peut-être, si on creuse. Voilà, je débute avec vous, Caroline Monet. Vous êtes une artiste multidisciplinaire d'origine anishinaabe et française. Vous avez pris conscience de la réalité des Autochtones en voyant le documentaire Kanesatake, 270 ans de résistance d'Alanis Obomsawin. Vous avez grandi en France et aussi sur le territoire algonquin de la région de l'Outaouais au Québec. Votre travail résonne grandement avec les études que vous avez effectuées en sociologie et en communication à l'Université d'Ottawa et aussi à l'Université de Grenade en Espagne. Caroline, vous avez reçu en 2021 le prix Hooper, en 2020 le prix Pierre Ayotte et vous avez été également l'une des récipiendaires du prix d'art Soubise. Votre pratique porte notamment sur l'impact du colonialisme et de la communication d'idées complexes autour de l'identité autochtone et aussi de l'identité biculturelle à travers l'examen des histoires culturelles. Vous présenterez à la fin du mois votre récente série Ikwewak, qui veut dire femme en français. En Anishinaabe-Moine. Et là, je dis aussi en français, voyez-vous, plein de talent. Donc, au WordPress Photo, dont vous êtes la porte-parole, félicitations, très hâte de voir ça. À travers cette série, vous abordez le potentiel transformateur de l'autoreprésentation des Autochtones par les Autochtones, notamment à travers une réappropriation de l'image des femmes autochtones. Et vous apprenez actuellement l'Anishinaabe-Moine, donc la langue maternelle que votre mère n'a pas pu vous transmettre puisque les politiques d'assimilation ont fait qu'elle ne connaissait pas malheureusement sa propre langue. Et donc, ma première question, on y est arrivé, ma première question. Donc, Caroline, sentez-vous de manière individuelle ou collective que les artistes autochtones doivent parcourir un chemin plus long avant de pouvoir présenter leur culture à travers leur pratique artistique? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un décalage, un chemin plus long, c'est ça, à parcourir par rapport aux artistes allochtones, par exemple? Merci de l'invitation. Je dirais pas... Je parlerai pas de rattrapage dans le fondement des racines culturelles parce que je suis née Anishinaabe, ma mère est Anishinaabe, donc elle m'a transmis sa culture, sa façon d'être puis de penser. Par contre, on peut dire que sous la loi sur les Indiens a entraîné l'érosion de la culture. Ça nous a enlevé toute notre toponymie d'origine, nos références culturelles, politiques, sociales puis spirituelles. Fait que ça a complètement bloqué l'émancipation. On parle de création dans un pays qui vient juste à peine de reconnaître qu'il a exercé de façon systémique un génocide culturel pendant plus de 100 ans. Fait que j'ai l'impression que les artistes autochtones aujourd'hui font une création de façon très accélérée. C'est comme s'ils font un rattrapage des mouvements de l'histoire de l'art. Ils sont très actifs puis ils veulent justement partir du même pied d'égalité. Donc, puis je pense que la création artistique autochtone, elle se fait dans un processus de décolonisation, de réaffirmation, de réappropriation. Donc ouais, on part pas nécessairement du même endroit, mais je pense que finalement, on arrive aujourd'hui à essayer de danser sur le même pied d'égalité. Oui, oui.
Ah, c'est intéressant parce que c'est ça. Si maintenant vous pouvez danser sur le même pied d'égalité, il y a eu un long moment où ça n'a pas été possible. C'était même pas légal de pratiquer. Oui, puis je pense que cette accélération qu'on a en ce moment, c'est une réponse naturelle à des années d'interdiction d'expression artistique sous la loi sur les Indiens. C'était vraiment illégal pour nous de s'exprimer puis de faire de l'art. Donc, tu sais, imagine, t'allais en prison si tu faisais un dessin, là, ou si tu chantais ou dansais. Donc, puis les gens, souvent, ne savent pas ça. C'était vraiment interdit pour nous de s'exprimer de n'importe quelle façon, en fait. Oui. Puis ça me fait penser, j'écoutais un documentaire l'autre fois où on mentionnait l'importance de s'informer, parce que des fois, comme alloctone, on sent un petit peu comme qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à la décolonialisation. Non seulement c'est terrible et c'est tellement pénible à dire, mais c'est ça, le fait de s'informer sur la situation que les Autochtones vivent et ont vécu, c'est déjà important, je pense, comme... Oui, parce que le rattrapage, c'est pas juste les Autochtones, c'est aussi les non-Autochtones, de rattraper et de s'informer ce qui s'est passé de notre histoire commune. On la partage. Donc, le rattrapage se fait des deux bords, selon moi. Absolument. Oh, merci, Caroline. Merci. Je poursuis alors dans ma prochaine fiche, voilà. Roxane Arsenault, c'est vraiment un coup de cœur. Merci beaucoup d'être avec nous. Quel plaisir. Roxane Arsenault, vous êtes une maman et vous êtes aussi une leader importante du domaine culturel. Vous êtes détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en histoire de l'art de l'UQAM. Dans le cadre de votre mémoire, vous avez rédigé dans le fond, un portrait. Vous avez étudié la conservation du patrimoine kitsch au Québec, ce qui a donné naissance à un ouvrage récemment en mai 2021, Donc, l'ouvrage Kitsch Québec. C'est formidable, félicitations, c'est un bel accomplissement. Oh, je comprends. Sur la scène musicale, vous êtes aussi connue sous le pseudonyme de Donzelle parce que, Roxane, vous avez également vous portez le chapeau de rappeuse féministe et inclusive. En plus, vous avez été présidente du conseil d'administration de Pop Montréal pendant de nombreuses années. Vous êtes également connue dans les médias. On vous a vu agir comme chroniqueuse ponctuelle à Radio-Canada. On vous a entendu pendant une douzaine d'années ça va se passer. Une douzaine d'années à CISM à l'animation. Vous étiez également la directrice de la programmation à CISM. Ensuite, vous avez été co-directrice de la Centrale Galerie Powerhouse pendant 8 ans. Puis, vous êtes allée exercer la même fonction, donc de co-directrice au Centre Clark de 2014 à 2022. Et là, Roxane, vous faites le saut du côté des galeries commerciales. Vous arrivez donc au Belgo, en pleine réno, donc avec la galerie Patel Brown qui continue ses activités à Toronto, mais qui ouvre donc à Montréal également. Puis partout où vous passez, Roxane, on vous connaît comme quelqu'un qui a vraiment une intention de faire des recherches vers l'inclusivité. C'est important pour vous d'être curieuse face à l'autre avec un grand A. Vous êtes donc l'instigatrice de nombreuses actions et réflexions par rapport à ces enjeux, notamment le projet d'échange Montréal-La Havane. En 2022, vous avez également mis sur pied l'exposition d'art d'artistes afrodescendants et africains québécois dans le cadre de la Biennale d'art de Dakar. Donc maintenant, ma question pour vous est-ce que ça a toujours été, est-ce que c'est naturel pour vous de travailler dans cette perspective-là de recherche de l'inclusivité d'une pluralité d'artistes? Et est-ce que vous pensez que ça va être aisé de transposer ce fondement-là de votre pratique professionnelle dans une galerie commerciale? OK. Par où prendre ça? Donc, premièrement, je veux juste réitérer quand même, parce que c'est super important, le projet Sénégal-Dakar, c'est vraiment une initiative de Morija Kitenge Banza. Il est venu voir Clark et on a vraiment travaillé de fond sur ce projet-là ensemble. Je l'ai coordonné puis j'ai vraiment donné tout ce que je pouvais, mais il n'aurait jamais été possible sans lui et sans sa vision extraordinaire. Donc, ça, c'est vraiment important de le mettre sur pied. Sur pied. Oui, c'est ça. Mentionner ça. Par rapport à... oui, je suis une personne curieuse de nature. J'ai aussi eu des super belles mentors. Je pense à Inissa Hashmi, avec qui je travaillais à la Centrale, qui m'a vraiment ouvert la porte, en fait, sur toutes sortes de pratiques, mais de perspectives aussi, et de comment faire les choses différemment, et de comment être généreux et
je sais pas, généreux de son temps, de ses idées, de tout ce qu'on peut avec les artistes avec qui on travaille. Donc ça, je pense déjà, ça ouvre aussi la porte pour de la communication, pour d'autres types de relations. Et je peux dire que j'ai cheminé aussi à travers ma pratique. Donc, la question de l'ouverture et de l'inclusivité, ça vient pas nécessairement naturellement sur tous les fronts tout de suite. Donc, c'est vraiment, à travers la centrale, c'est sûr que déjà, en travaillant pour un centre d'artistes féministes, je suis arrivée à Clark, puis j'avais déjà comme ça comme bagage, c'était extraordinaire. Et puis, à Clark, il y avait déjà des belles choses qui se faisaient, c'était super. Puis, c'est vraiment un beau canevas, en fait, pour faire plus, parce qu'il y avait vraiment une bonne réputation, ce centre-là. Les gens étaient prêts à bouger, mais il y avait peut-être pas autant de représentativité qu'on voulait. Donc, ça, j'ai pu contribuer de cette manière-là, mais avec des membres, avec des comités, puis avec toutes sortes de personnes qui ont été super inspirantes. Puis, ça nous a mené à travailler avec des gens extraordinaires qui donnaient le goût à d'autres personnes extraordinaires de faire des projets avec nous. Donc, je pense, entre autres, à notre projet de collaboration avec l'ICCA, qui est le collectif des commissaires autochtones, un organisme international, mais qui est vraiment pan-canadien. Et puis, on a instigé une résidence autochtone entre Clark et ce partenaire autochtone-là. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça a créé un sentiment de confiance envers les personnes, les artistes ou commissaires autochtones qui venaient vers la galerie. Ils sentaient que, vu qu'il y avait un organisme autochtone et qu'il y avait une relation qui était pérenne, en fait, qui était là, ils pouvaient faire ça. Donc, c'est pas des liens, oui, l'inclusivité, puis oui, la volonté d'être ouvert, mais ça se construit à travers le temps, ça se construit, la confiance se bâtit aussi, elle se perd très facilement. Donc, c'est vraiment important de faire attention à tout ça, puis d'être je sais pas, le plus honnête et le plus transparent possible, tout en n'ayant pas tout le temps les réponses. C'est sûr qu'on va faire des erreurs aussi. Donc, ça, pour mon bagage, donc j'ai eu vraiment la chance d'avoir un cadre, en fait, puis des super belles relations qui m'ont permis de mener ça. Et là, Patel Brown, tu sais, come on. Donc, de toutes les galeries, moi, je pensais pas faire le saut vers le commercial, je le dis vraiment franchement. J'étais une fan, mon cœur était dans les centres d'artistes depuis très, très longtemps. Mais de toutes les galeries que je suivais depuis 2 ans, mais même leur travail avant, c'était vraiment la galerie que je trouvais qui m'excitait le plus. Donc, il y a plein de galeries que je trouve extraordinaires, mais c'est celle-là vraiment au niveau de la diversité, au niveau de la qualité des pratiques, au niveau de l'engagement. J'étais super excitée. Donc, quand ils m'ont approché, j'étais comme... OK, on va essayer ça d'abord. Donc, oui, je pense que la question ne se pose même pas. Donc, avec aussi 2 propriétaires, dont un des 2 qui est racisé, donc ça fait vraiment aussi une différence, tu sais. Donc, il y a vraiment un autre œil qui est porté. Ce n'est pas un œil de tokenisme ou quoi que ce soit, c'est vraiment un œil de OK, ces artistes-là nous offrent vraiment une perspective différente et ça, c'est ce qui nous intéresse, en fait. C'est rafraîchissant, ça fait du bien, ça nous éveille. C'est pas comme, hey, ça... Il me semble qu'on n'a pas rencontré nos quotas, pas en tout. Là. On est vraiment à l'inverse de cette motion-là. Donc, oui, on va pouvoir continuer ce travail-là, 100%. Oh, super. Puis, vous parlez de la confiance qui se crée, dans le fond, soit avec les communautés, avec les artistes. Puis, je me demande, est-ce que vous pensez qu'à travers votre carrière, étant donné que la confiance se bâtit avec le temps, ou à travers d'autres carrières, là, quand la confiance se bâtit, en fait, est-ce que vous pensez que c'est plus facile de s'ouvrir à une diversité d'artistes ou de pratiques, ou comme vous collectionnez également les œuvres d'art, est-ce que quand on se sent solide comme notre personnalité, est-ce que c'est plus facile de faire... Se sent-on solide un jour, tu sais? En tout cas, je sais pas, on est tous un peu... Je parle pour moi, mais la remise en question puis la vulnérabilité va toujours être au sein de ma personne. Je serai jamais... je serai jamais comme certaines de mes amies qui sont comme « Ah, c'est la meilleure affaire du monde. » Non, je serai jamais là. Oui, ça rend certains liens plus faciles, mais ça te montre aussi toujours le chemin qui te reste à faire. Le plus que tu es éveillé, le plus que tu vois ce que tu n'as pas fait. Tu sais. Ouais. Le plus que tu vois qui ne t'a pas soutenu, le plus que tu vois les failles dans ta programmation, dans les gens avec qui tu travailles. Donc, c'est pas... Oui, c'est plus facile peut-être parce que tu as de plus en plus de contacts, de plus en plus de liens, mais tu es aussi comme... Aïe, je peux pas aller me coucher, là. Il faut qu'on continue le travail. Là. Oui. Ouais. Oh, super. Merci. Maude Arsenault. Maude, vous êtes une artiste visuelle féministe dont la pratique trouve son essence à travers votre réalité de femme, de mère de 3 enfants, une réalité que vous juxtaposez avec votre bagage de photographe de mode, donc un milieu dans lequel on objective beaucoup le corps des femmes. Ainsi donc, après plusieurs années comme photographe de mode, vous bifurquez autour de 2015 vers les arts visuels.
vous êtes allé compléter un certificat d'histoire de l'art à l'UDM. Et puis, vous êtes actuellement à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'UQAM. Vous êtes en rédaction de mémoire. Beau, oui, beau projet. Vous êtes récipiendaire de la bourse du Centre des femmes de l'UQAM, vous l'avez reçue en 2020, et de la bourse en arts visuels Yvonne L. Bombardier en 2021. Votre travail investit les thèmes de la représentation féminine, de l'espace privé, de l'espace domestique, de l'intimité, dans un cadre et une démarche photographique qui oscille entre la composition abstraite, l'autoportrait, le paysage et l'image documentaire. Toutes des choses qu'on retrouve dans l'ouvrage Entangland que vous publiez en 2020, un ouvrage très touchant que j'adore et qui est grandement inspiré de l'œil bienveillant que vous portez sur votre fille qui a maintenant 18 ans. Ouais. Ma question pour vous, Maude, comme le corps des femmes est encore aujourd'hui quelque chose que l'on s'approprie socialement et aussi politiquement, on l'a vu, on a eu un bon exemple récemment. De quelle manière, selon vous, la pratique photographique permet aux artistes femmes de s'empuissantir? Ah oui, non, c'est un mot à la mode à l'UQAM. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Merci, Mylène, de l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Oui, en fait, c'est ça. Mon parcours, en fait, c'est l'histoire d'une déconstruction qui s'est opérée à partir de plusieurs vies, finalement, parce que ma pratique est vraiment très intime et personnelle. J'ai vraiment un parcours autodidacte en photographie et puis une fascination pour la mode très, très jeune, ce qui fait que j'ai embarqué dans ce milieu-là sans trop m'en rendre compte. Mais à travers ça, il y a quand même, à travers cette pratique-là, il y avait quand même une pratique tout de même militante d'une certaine manière, parce que ma manière de faire des photos de mode, même à cette époque-là, était très intime aussi. Et puis, finalement, la vie a fait que j'ai eu des enfants. Ça a vraiment changé mon rapport au monde, mon rapport à la photographie et au travail, parce que maman, ça fonctionnait plus là, d'être sur un avion, un set à Paris, à New York, c'était juste plus possible. Et ça m'a vraiment mis devant le fait que comme femme, comme mère, à partir du moment où je suis devenue mère, mon rapport à l'identité a vraiment changé. J'avais plus le même rapport au monde, mais j'avais surtout plus la même liberté d'agir comme artiste. Ce qui fait que ça m'a vraiment mis devant énormément de questionnements existentiels. Moi, j'ai vraiment eu une éducation extrêmement libérée. J'ai des parents et un père féministe, mais sans le savoir, là, c'est pas des parents militants, mais vraiment élevés d'une manière extrêmement empuissançante. Et donc, c'était la première fois que je faisais face à ma condition de femme, en fait, la maternité. Et donc, je me suis retrouvée mère monoparentale, ce qui a compliqué les choses. Donc, j'ai dû rentrer au Québec. J'ai dû transformer ma pratique photographique en une pratique vraiment très commerciale pour pouvoir vivre, tu sais, une pratique alimentaire. J'étais maman monoparentale. Et puis, la vie a fait que je me suis retrouvée en couple de nouveau et encore d'autres enfants, ce qui fait que en tout cas, je suis très fertile. Mais c'est vrai. J'adore. Donc, en fait, finalement, j'ai fait face à toutes ces questions-là qui en fait, que j'ai dû opérer un processus vraiment de déconstruction de mon rapport à la photographie, de mon rapport à la féminité, à la maternité. Pour moi, la domesticité, la famille, c'est devenu extrêmement enfermant. Vraiment, tu sais, la maladie mentale s'est ingérée là-dedans aussi. Ce qui fait que j'ai décidé aussi, à ce moment-là, ma fille grandissait. Ce qui fait que j'ai décidé vraiment de recommencer à zéro, si on veut. Alors, pendant un certain temps, j'ai décidé d'arrêter la photographie. Je suis retournée aux études en histoire de l'art. J'avais vraiment l'intention simplement de
comprendre des choses. Et puis là, le désir de me positionner, de dire quelque chose est devenu plus fort que tout. Et donc, j'ai tranquillement repris la pratique. Mais je pense que la manière pour moi de sortir de l'objectification, parce qu'en fait, je pense que ce qu'on réalise, ça semble vraiment banal à dire, mais qu'on réalise plus ou moins, c'est qu'on est vraiment socialisé, les femmes comme des objets, et les hommes sont socialisés comme sujets. Ce qui fait que vraiment, notre rapport à la séduction, à la consommation est vraiment différent. Notre rapport aux images est différent aussi. Donc, je pense que pour moi, ce qui est devenu important, c'est d'arrêter de photographier les autres femmes pendant un certain temps et de tourner la caméra sur moi. Oui, c'est intéressant, ça. Et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le début du female gaze qui s'est positionné vraiment au début des années 2000, parce que les réseaux sociaux, les caméras sur les téléphones, tout ça ont permis aux femmes de reprendre leur pouvoir en se photographiant elles-mêmes, en photographiant leurs amis, en photographiant leur vie, mais d'une manière qu'elles peuvent s'approprier. Oui, parce qu'il y a beaucoup de pouvoir qui est lié au fait de diffuser une image, une image de soi ou de l'autre, et même de la capter. Quand il y a un shoot, là, le mot même, le shooting, c'est quand même... C'est assez autoritaire et c'est un médium de contrôle quand même, la photographie. Oui. Puis, il y a moyen, donc, de se réapproprier les codes de la photographie pour rebâtir une image des femmes qui est peut-être plus en lien avec nos valeurs. Je pense à votre pratique également, Caroline, à ce sujet-là. Donc, avec la série History Shall Speak for Itself, ou j'imagine la prochaine série qu'on va découvrir au World Press Photo. Donc, le fait de prendre en photo des femmes en les mettant un peu, en leur redonnant leur statut par rapport à la société en général, la société autochtone. Avant l'arrivée, par exemple, des colons, la femme était vue comme la royauté, elle était extrêmement respectée. Puis avec l'arrivée des colons, ben là, la vie de la femme est devenue moins précieuse que celle d'un chien. Je vous entendais dire ça dans une conférence dans le passé. Ça m'avait beaucoup choquée, tu sais, mais c'est que traditionnellement, la femme autochtone, elle est mise sur un piédestal parce qu'elle peut donner la vie, donc c'est considéré comme la plus grande des cérémonies qui existent dans toutes les cérémonies. Un homme ne pourra jamais faire ça. C'est pour ça que c'est considéré si précieux. Donner la vie, c'est quand même assez fou comme expérience, je pense. Mais puis après, ben c'est sûr, avec toute la colonisation puis le regard patriarcal, ben ces rapports-là ont changé beaucoup. Puis moi, c'est à travers mes photos, mon art, je veux vraiment montrer des femmes qui s'affranchissent du regard colonial, qui sont présentées de façon très fière, très élégante, excentrique, qui vraiment regardent l'objectif de la caméra puis qui demandent à être vues et entendues, ce qui est très loin du regard anthropologique qui est souvent masculin, eurocentriste, qui présente la femme autochtone occupée à faire de l'artisanat, qui veut vraiment rester en marge de la société. Donc, pour moi, c'est important de rétablir l'image qu'on se fait de la femme autochtone dans l'imaginaire collectif. Oui, absolument. C'est très important. Puis, on voit bientôt, là, ça va être les prochaines excitantes élections provinciales. Puis on voit que dans tous les partis, excepté les conservateurs, mais dans tous les autres partis, il y a un candidat ou une candidate autochtone. J'entendais en entrevue justement les personnes qui se présentent dire que là, ils souhaitent vraiment faire partie de la prise de décision, faire entendre leurs revendications, qu'il y a comme un pont qui n'est pas créé entre les instances gouvernantes puis les communautés. Puis là, ben, je me dis, il y a comme un mouvement social. Est-ce que vous pensez que là, il va enfin peut-être avoir une écoute plus attentive à les élections? Oh, ça, je sais pas. Ben, ce qui est assez flagrant, c'est que c'est la première fois que les questions autochtones font partie des discussions autour des élections. On est en 2022. Ben, c'est ça parle de soi-même, mais au moins, on est arrivé là. Ouais. Au moins, on en parle. Puis, je pense que c'est peut-être le résultat de la dernière année, de ce qui s'est passé dans l'actualité. Je pense que c'est positif parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus garder sous silence, dont les réalités autochtones à travers le pays. Absolument.
l'importance de parler des enjeux qu'on découvre, qui nous habitent, c'est vraiment le premier abord. Ça me fait penser à une étude que j'ai lue récemment qui met en lumière l'importance de parler des pratiques des artistes femmes. Donc, c'est une étude qui a été réalisée par l'Université d'Oxford et celle de Erasmus à Rotterdam. Voilà. Donc, on comptabilisait plus d'une 50 années de vente aux enchères d'œuvres d'art. Puis, ce qui ressortait de cette étude-là, c'est que les œuvres des artistes femmes se vendent 42 % moins cher que les œuvres des artistes hommes. Ouais. Et là, après avoir respiré, j'ai continué à lire et pour découvrir que quand on exclut les œuvres d'artistes hommes qui sont très prisées et dont la valeur là, vraiment est comme à l'extérieur du commun des autres œuvres vendues, on tombe à une différence de 19 %, ce qui est quand même un écart très important. Pour tenter d'expliquer ça, ben là, les chercheurs ont fait plusieurs expériences. Par exemple, ils ont montré des œuvres et puis là, ils faisaient demander, bon, aux gens, pensez-vous que c'est une œuvre d'un artiste homme ou femme? Et puis, les résultats, c'était que 50,5 % du temps, les personnes réussissaient à trouver si l'œuvre était celle d'un artiste homme ou femme. Donc, c'est comme l'équivalent d'un pile ou face. Ils ont fait plusieurs expérimentations comme ça pour réaliser que, dans le fond, c'est vraiment un construit social. Il n'y a pas de différence de talent. Il n'y a pas de différence de sujet tant que ça qui ressort là, quand on prend un échantillon assez large. Et donc, l'important, c'est de parler des pratiques des artistes femmes, de parler des artistes femmes, des directrices de milieux de diffusion. Et c'est ça qui va faire que, là, on a observé depuis les années 70, les cotes des artistes femmes ont beaucoup plus monté que celles des hommes. Puis l'article finissait en disant les collectionneurs devraient mettre de côté leurs préjugés. Au fur et à mesure que le chauvisme du monde de l'art diminue, la femme devient un meilleur investissement que l'homme. Je dis rien, là. Mais j'aimerais vous entendre là-dessus sur l'importance de parler des pratiques des artistes femmes. Est-ce que c'est facile d'avoir une place? Est-ce que c'est facile de prendre place comme artiste femme? Et est-ce que c'est risqué pour une galerie de présenter le travail d'une artiste femme? Ben non. C'est tellement drôle parce que venant du milieu de la musique aussi, c'est comme les mêmes questions qui se posent régulièrement. Puis c'est pas le même chemin, ça se passe pas de la même manière. Mais j'ai comme l'impression qu'en art visuel, puis là on parle localement. Hein, on parle peut-être pas de la même échelle que les gros encans, etc. Mais si on parle localement, on parle au Québec, on parle au Canada. Non, je pense pas que c'est un risque du tout de présenter des femmes. Si je regarde la galerie pour laquelle je travaille, j'ai pas fait le calcul en fait, mais c'est pas la parité, c'est une majorité de femmes qui sont représentées. Il n'y a pas de différence sur comment que les œuvres sont. J'ai juste le mot en anglais pricé, donc comment on met un prix sur les œuvres, comment elles sont évaluées, c'est ça. Donc, je pense pas. Par exemple, tu as tout à fait raison, la question de la visibilité, c'est clé, tu sais. Donc, quand on pense aux artistes, il y a encore un problème systémique où c'est qui les artistes qui sont représentés par les gros musées. Et là, souvent, on va représenter des artistes qui vont plaire aux mécènes ou aux patrons, en fait, les gens qui vont subventionner les musées. Donc, souvent des œuvres d'artistes qui leur ressemblent. Donc, il y a comme toute cette idée-là, en fait, d'aller chercher. Donc, il y a encore un problème là. Et c'est sûr que si les grandes pointures sont tel homme blanc de tel âge, ça crée aussi un effet, j'ai juste des termes en anglais, ripple effect. Donc vraiment comme un effet de ah, OK, bien ça, c'est l'art qui marche, ça, c'est l'art qui fonctionne pour des nouveaux collectionneurs. Ah, ça, c'est peut-être vers ça que je devrais me diriger, c'est une valeur sûre. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention à ça. Les musées, tous les lieux de diffusion ont un énorme rôle à jouer là-dedans. Donc, on parle des musées, oui, mais on parle aussi des journalistes, on parle de toutes sortes d'affaires. Donc, la diffusion, la présence médiatique, programmation, etc., c'est la clé. C'est crucial. Mm-hmm. Oui. Mais je pense aussi qu'il faut que les femmes, on n'a pas on vient à l'objet sujet, tu sais, on n'a pas autant cette confiance de se mettre de l'avant, tu sais. Fait que je pense que ça change, mais c'est encore beaucoup plus difficile, je pense, pour les femmes de parler fort, de dire je suis là, pense à moi, tu sais, on ne se sent jamais assez prête, je vais attendre encore un peu, mon travail n'est pas encore assez terminé. Fait que je pense que c'est vraiment
c'est vraiment aussi aux femmes de prendre plus de risques. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Non. Mais il faut aussi que les institutions, les commissaires, les gens du milieu et surtout les collectionneurs prennent plus de risques aussi. Oui. Il faut qu'il y ait une sensibilisation par rapport à ça. Il faut que les gens se renseignent davantage, s'éduquent davantage sur cette question-là dont on discute aujourd'hui. Oui. Mais je remarque aussi que récemment, j'entends beaucoup de commentaires de gens qui vont me dire « Ah ben oui, toi, on le sait bien, tu coches toutes les cases, tu es une femme autochtone. » Donc, c'est encore une fois comme si mon travail n'était pas reconnu pour ma pratique artistique puis ce que j'ai à livrer, à proposer comme art, mais plus parce que la personne que j'incarne et que je représente et que je coche ces boîtes-là. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'artiste, ben on nous voyait pas avant, puis là, passer dans l'air du temps, on veut nous voir, mais fait qu'on sait jamais trop où se placer dans tout ça, alors qu'on veut juste prendre le plus de place possible en réaction à parce qu'on a été opprimés puis qu'il n'y a jamais eu de place pour nous. Puis là, tout d'un coup, on nous en donne un petit peu, puis on nous dit, ben c'est parce qu'on est femmes, puis Donc, c'est assez dichotomie, tout ça. Oui. C'est dur à gérer un peu. Oui, ça certainement. Puis ça amène sans doute à créer un peu le sentiment soit d'imposteur qui est souvent présent chez les femmes, sentiment de, je sais ça, que ma pratique, est-ce qu'elle est assez bonne? Est-ce que mon statement est assez fort? Est-ce que je suis prête à aller porter mon portfolio, aller demander d'être présentée dans une galerie, par exemple? Puis je parlais avec une mécène il y a un petit moment, puis elle me disait qu'elle avait souvent entendu ça, des artistes hommes qui vont aller dans un espace puis confiants, vont dire « Ah, c'est beau ici, j'aimerais ça présenter mon travail, à qui il faut que je parle? » tu sais. Puis là, OK, tu sais. Alors que souvent, les femmes artistes vont... Puis là, on généralise, là, c'est pas tout le monde, on le sait, mais c'est parce que si on... À un moment donné, il faut dire les choses quand même, c'est plus présent quand même. Et donc, les femmes vont avoir plus tendance à douter d'elles, douter de la pertinence puis de la force de ce qu'ils ont à livrer. Et donc, c'est sûr que d'entendre des commentaires comme ça nous ramène toujours ça nous garde dans le doute de la valeur qu'on a vraiment comme artiste ou comme professionnel du milieu. J'ai bien l'impression, malheureusement. Mais c'est ça, c'est important de continuer. Oui? Mais par rapport à la question de l'argent aussi, puis de la représentation, je pense qu'il y a aussi vraiment un rapport à l'argent qui est quand même assez tabou là, dans le milieu de l'art, qui complique les choses pour pouvoir mettre une valeur sur son travail puis vouloir pousser davantage. Déjà, c'est un tabou, mais je pense que pour les femmes, c'est encore plus un tabou, tu sais, de vouloir parler d'argent. Donc, c'est quelque chose aussi qui a une incidence sur la valeur des œuvres. Puis, c'est sûr que si tu penses pas que ça vaut trop cher, ben tu vas pas valoir tellement. Mm-hmm. C'est ça. Oui, c'est ça. L'importance d'avoir confiance en soi, mais en même temps, ça me fait penser à l'importance du doute. C'est vraiment, comme tu dis, c'est pas simple, hein? C'est vraiment pas simple, tout ça, mais on le sait. Mais c'est ça, l'importance d'avoir une confiance en soi, puis en même temps, de continuer de douter. Je pensais à, quand on avait échangé, là, puis tu me parlais de l'importance, parce que les femmes, étant donné qu'on doute plus de nous, on a souvent tendance à réfléchir beaucoup avant de prendre une décision, ce qui peut amener des effets négatifs dans une carrière, par exemple, d'artiste, où il faut que tu pousses, que tu prennes ta place, puis que tu laisses pas trop de place au doute, alors que des fois, comme leader, c'est important de douter, puis ça permet de prendre des décisions qui sont... Oui, ben en fait, c'est ça. On parlait d'une émission, un podcast que j'écoutais sur le pouvoir ou en fait l'intérêt des mixed emotions, donc des émotions mixtes. Puis c'était assez intéressant de l'ambivalence, en fait. Puis il disait que dans certains cas, un leader qui avait pas d'ambivalence, donc qui était très ferme, tout ça, bon, va être perçu comme étant plus fort. Dès que quelqu'un revient sur sa décision, il peut être perçu comme étant plus faible, comme étant... on lui fait moins confiance parce qu'il peut revenir sur sa décision. Mais ils ont aussi prouvé dans d'autres études que dans d'autres contextes, ça fait vraiment des leaders plus puissants, plus empathiques, avec des meilleures conditions de travail. Les employés apprécient plus parce que, justement, ils ont de la gentilité. Ils peuvent retourner vers leur patron. Ils peuvent échanger. Ils ont une place. Ils ont une écoute. Puis moi, j'ai toujours trouvé qu'en fait, on est tellement plus fort quand on travaille en équipe, déjà en partant, quand que tu peux réfléchir à quelque chose, de « Hey, finalement, tu avais raison, c'est 100% ton idée, on y va avec ça. » De reconnaître aussi la valeur des gens avec qui tu travailles. Oui, c'est ça. Puis ça, je pense qu'effectivement, dans certains contextes, ça peut être perçu comme une faiblesse, mais ça ne m'intéresse pas du tout de travailler autrement.
Puis quand on pense à nos façons de travailler qui sont, pour moi, féministes, donc qui sont vraiment inclusives, moi, j'ai travaillé autant dans des échelles, dans des structures qui se disent horizontales. Il était peut-être pas tant, mais c'est correct. Mais pour avoir travaillé pendant un bon moment dans une structure que je juge comme transversale, mais très proche de l'horizontalité, c'est vraiment la structure la plus intéressante dans laquelle j'ai été. Puis ça, pour moi, c'est vraiment, il faut activement... c'est juste une question d'empathie. C'est juste une question de dire, OK, tout le monde ici a de la valeur. Moi, j'ai plus d'expérience là-dedans, mais toi, tu as plus d'expérience là-dedans. C'est pas parce que moi, je suis rendue dans cette position-là que je vais pas prendre en considération ça. Ouais. Ça va pas me rendre plus faible, ça va pas me rendre moins... ça va pas prouver que j'ai moins de pouvoir. Tu sais, c'est pas ça, là. On est tous là-dedans ensemble, on va tous réussir ensemble. Mais ça, c'est... Je pense que, je suis pas encore là, on généralise, mais je pense que c'est peut-être plus proche d'une façon de l'idée que des femmes, ou en tout cas, une approche féministe, définitivement. Clairement. Oui, c'est bien dit, une approche féministe, parce que ça ne veut pas dire parce qu'on est femme qu'on est féministe, ça ne veut pas dire que parce qu'on est homme, on ne l'est pas, ça ne veut pas dire que parce qu'on est une personne non-binaire, on n'est pas sensible aux enjeux des femmes. Tout ça n'est pas automatique, évidemment. Ça m'amène à réfléchir au fait, là, on parle de l'importance de l'ambivalence dans les décisions qu'on prend, en même temps d'être capable, justement, de prendre notre place. Je me demande, quand on n'est pas face à une... Parce que j'ai une idée. Je me dis, ça serait-tu intéressant de proposer, par exemple, une accréditation pour, mettons, des galeries qui serait peut-être post-invisible ou peu importe la dénomination que ça prendrait, mais qui met en lumière le fait que dans cette galerie-là, on fait place à peu près à 50% des artistes qui sont présentés qui sont non-hommes. On a peut-être une portion qui est réfléchie pour être sûr qu'il y a une espèce de place à une diversité également dans les pratiques, dans les origines, dans les cultures. Parce que ce que je trouve qui est difficile, c'est quand, mettons, on est tous ensemble un peu en personnes déjà conscientisées, converties. Des fois, on se sent comme, OK, mais la prochaine étape, ça va être quoi? Puis j'ai l'impression que des fois, les quotas ont mauvaise presse. C'est pas heureux, un quota, c'est comme fake. Justement, ça amène des réflexions genre, ça coche les cases, qui est vraiment wrong. Mais des fois, je me dis, j'ai l'impression que si on fait pas ce genre de choses-là, il y a des éveils qui se font pas. Je sais pas si vous avez cette impression aussi. Ben rapidement, je pense que c'est effectivement très inconfortable là, parce que ça crée des situations comme ce que Caroline disait tout à l'heure, mais ça crée des automatismes aussi qui se développent, qui font que les réflexions sont forcées au début, mais après elles s'imposent d'elles-mêmes. Fait que je pense que je pense à plein de choses. On mettait pas notre ceinture dans une voiture dans les années 70, mais là, c'est comme évident. Ouais. Fait que ça devient des automatismes, c'est des choses qui sont forcées au départ, mais qui font changer les choses. T'sais. Donc, c'est effectivement très inconfortable, mais... Ouais, moi, je suis pour les quotas aussi parce que pendant si longtemps, c'était toujours les mêmes personnes qui avaient leurs projets financés, qui étaient exposées. Donc, il faut qu'on change la mentalité. Il faut que ça devienne une normalité. Puis oui, c'est inconfortable, comme tu disais en ce moment, mais dans quelques années, il va juste y avoir des femmes qui auront plus d'expérience, donc des meilleurs projets, qui vont avoir fait leurs erreurs aussi. Tu sais, il faut qu'en tant que femme ou en tant que communauté racisée, on puisse aussi avoir les opportunités de travailler, puis de faire nos erreurs, puis d'apprendre, puis de grandir, puis de développer notre expertise, notre professionnalisme. Si c'est toujours les mêmes personnes en haut de la pyramide, ben on pourra pas y arriver. Donc, pour moi, je suis très, très à l'aise avec cette idée de quota pour qu'on puisse égaliser tout ça. Ça devient beaucoup plus circulaire que pyramidal. Ouais. Oui, c'est une belle image aussi, on le voit clairement. Tellement. Ouais. Oui, puis, non, je suis genre absolument d'accord avec tout ça, on en a parlé, mais pour moi, de juste, c'est ça, comme... Tu sais, j'ai souvent entendu du monde me dire, oui, mais là, moi, je veux juste donner ça à la personne qui la mérite le plus ou qui a le plus de talent. Mais attends, il y a tellement de subjectivité là-dedans, premièrement. Puis deuxièmement, effectivement, si les personnes n'ont jamais une opportunité, si ne se sentent jamais représentées, s'ils ne sentent jamais qu'ils ont une place, bien, comment tu vas créer, en fait, cette question de développement ou de professionnel ou artistique, etc. Fait que il y a vraiment un chemin à mettre en place. Puis on le fait depuis un bout de temps au Québec, au Canada. Au Québec, on a du rattrapage solide à faire. On est là-dedans. C'est correct. On chemine. Tu sais, Oui. Mais j'allais dire aussi qu'il y a vraiment une question d'agisme aussi dans le milieu de l'art. Tu sais. Moi, j'ai comme
j'ai commencé ce parcours-là plus tard dans ma vie, puis je fit dans aucune case, parce que trop vieille pour être une jeune artiste émergente, puis trop pas assez expérimentée ou un CV pas assez long pour participer à énormément de projets, puis de prix, puis de trucs. Donc, il y a vraiment beaucoup de manières de segmenter les choses. Ben oui, quand on pense à la représentativité, pour moi, quand on était à Clark, c'était vraiment, oui, la diversité culturelle, oui, la parité des genres. En tout cas, ça a pris le bord parce que c'était tant comme bien plus de femmes qu'on représentait, mais c'était pas fait exprès. Mais il y avait aussi la question de l'intergénérationnalité. Ouais. Parce que souvent, les CV, tout ce qu'on reçoit, les applications, c'était tout du 25-40 ans. Puis après ça, il y a comme un trou. Un coup que tu as présenté, puis il y a comme des statistiques super épeurantes. Même là, on parle des gens avec plus d'expérience, mais un coup que tu as une exposition au MAC, il y a comme un méga trou, là. Après ça, c'est vraiment difficile parce qu'après ça, où est-ce que tu vas au Québec? Tu peux peut-être aller à l'international, mais là, les centres d'artistes ou les galeries vont peut-être pas te donner de show parce que tu as déjà fait un MAC. Donc, c'est comme, tu plafonnes là. Donc, il y a comme d'autres questions qui se passent. Puis ça, c'est vraiment important d'être conscient de ça, tu sais, puis de créer ces opportunités de dialogue-là parce qu'elles sont vraiment riches, en fait. Quand tu présentes différentes pratiques ensemble, tu apprends, tu vois comment que ça peut être bénéfique pour un et l'autre. Ça peut être bénéfique pour le jeune qui expose avec la personne plus âgée, mais aussi le contraire, parce qu'il y a des expériences de vie, de pratiques, d'échanges qui se créent aussi. Oui. Mais il y a des choses qui se disent. Moi, quand j'ai commencé, on m'a dit, oublie ça, tu pourras jamais rentrer à la maîtrise en art visuel ou parce que tu viens d'une pratique commerciale. Ça, c'est des gens très, très, très établis. J'ai des gens qui m'ont dit, oublie ça, t'es trop vieille, c'est impossible, essaie même pas. De penser que tu peux avoir une carrière d'artiste. Donc, c'est un milieu quand même... tous les milieux sont comme ça, de toute façon. Mais c'est ça, il faut faire sa place, là. Il faut... Fais ta place. Oui. Je suis assise ici, là. C'est vrai, c'est très dur parce que je me rappelle, il n'y a même pas 4 ans, 5 ans, on disait déjà que j'étais déjà un peu vieille. Puis je veux dire, je n'ai même pas 40 ans, là. Donc, mais je trouve qu'il y a vraiment cette idée que de l'artiste jeune qui est excitant, etc., mais encore plus pour une femme, je pense. Vraiment. Ouais. Bien, là, on est dans un moment où, malheureusement, il va falloir aller pas malheureusement aller aux questions du public. On est très, très, très ravis, là. Mais je veux dire, je me demande, parce que là, on parle aussi des enjeux comme l'agisme, ou tu sais, toutes ces choses-là La maternité. La maternité, on n'en a pas parlé. Oh, on avait tellement de choses à dire. Pour vrai, ça n'a pas de sens. Parce que, tu sais, l'enjeu du care, c'est vraiment extrêmement présent aussi dans le travail des femmes. Puis c'est quelque chose qui aurait été intéressant de parler, là, tout l'aspect vraiment plus féminin du travail. Ça, d'un côté, mais aussi juste le fait, l'envers de ça aussi, le fait qu'en ayant des enfants, c'est beaucoup plus difficile de continuer sa pratique, l'impact que ça a. Les résidences, tout ça. Exactement. Le problème, il est sociétal. Donc, tu sais, il part bien plus loin que le milieu des arts. Donc, c'est ça, il y a comme... On ne réglera pas la question aujourd'hui, gang, OK? Mais, non. Mais c'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, quand tu arrives sur un jury puis qu'ils disent on va prendre le meilleur travail, ben tu peux pas juger le meilleur travail parce que tout le monde vient pas de la même place. Non, exactement. Puis partant du fait qu'on vient pas tous de la même place, j'aimerais savoir, chacune d'entre vous, dans votre pratique artistique ou professionnelle, qu'est-ce qui vous drive actuellement? Qu'est-ce qui vous pousse à continuer à prendre votre place, à continuer, dans le fond, dans votre perspective personnelle, mais aussi artistique ou professionnelle? Mais je trouve que c'est une vraiment bonne question parce qu'il y a une multitude de choses qui me drivent dans la vie en général, mais j'ai envie de dire, plus je travaille fort, plus je fais de la place, plus j'ai l'impression que ça l'inspire des jeunes, des communautés de région, surtout qui viennent pas nécessairement de centres urbains, à se dire, moi aussi, je peux faire ça. Il y a comme plus d'ouverture. Puis, avec les réseaux sociaux, tout ça, on est quand même plus présent dans les médias. Il y a plus d'accessibilité. Fait que j'espère que par ce travail-là, je permets d'ouvrir un petit peu, là, de faire une petite différence pour la prochaine génération. Oui. Comme certaines ont fait. Oui, comme d'autres l'ont fait pour moi, absolument. Oui, c'est vrai, c'est beau, ça. C'est tellement beau que tu dis ça. J'avais le même sentiment quand je faisais de la musique. C'était toujours comme, hey, je serais peut-être pas la meilleure, mais si moi je suis sur le stage avec un micro, toi, tu sais que tu es capable de le faire. Certain, là. C'est vraiment ça. Mais moi, en fait, je pense qu'à mon âge, où est-ce que je suis rendue dans ma vie, ce qui me drive,
un peu comme Caro, ça se passe à plein de niveaux, mais dans ces nouvelles fonctions-là, j'ai beaucoup de personnes que j'ai regardées dans ma vie, que ce soit des femmes, des hommes, de tous les horizons. Il y a vraiment des personnes qui sont mes mentors, en fait, ou que j'aspire à devenir une meilleure personne. Il y a des gens qui sont nostalgiques de leur jeunesse. Ah, pas moi. Ah, pas pantoute. Moi, je veux pas être amie avec la personne que j'étais à 20 ans. Là. Pas pantoute. Là. Je suis contente d'être où est-ce que je suis, mais je vois aussi le chemin que j'ai à faire. Donc, ça, c'est ce qui me rêve, c'est d'être une meilleure leader, en fait, d'être une femme leader, puis de prendre cette place-là, mais de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, puis de peaufiner des relations sur du long terme avec des artistes, puis d'être là pour eux autres. Donc, ça, c'est vraiment un des beaux défis que je vais avoir dans cette nouvelle pratique-là. Puis ça, c'est super excitant pour moi. Ouais. Ben, un peu comme Caroline, moi aussi, ce qui me drive beaucoup, c'est les jeunes femmes. J'ai 3 enfants, puis j'ai une fille de 18 ans, un garçon de 13 ans. Je peux pas faire autrement que juste être fascinée par tous ces changements qui se passent en ce moment, tout ce qui se passe dans notre rapport au monde, à notre manière de communiquer. Je suis juste vraiment passionnée par tous ces changements-là, puis j'espère pouvoir en faire partie par mon travail, mais par l'exemple aussi du fait que moi, j'ai pris une nouvelle direction, que je me suis donné la chance, que je me suis fait confiance et puis que je suis foncée dans le tas, tu sais, puis après, c'est ça. Ben oui, exactement. Fait que, tu sais, je le vois que ça inspire mes enfants, je le vois qu'ils sont fiers de moi, puis moi, ça me donne la force de continuer, puis... Oui, c'est très beau. C'est une bonne question, Mylène. Ah, ben merci. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui auraient des questions. Gênez-vous pas. Non, d'accord. Personne? Oui. Oui. Ah, je ne sais pas si vous voulez aller au micro, ça vous gêne-tu de... Je sais, c'est pénible pour tout le monde. C'est c'est gentil. Oui, ma question, c'est ça, justement, par rapport à l'agisme. Je me suis tout de suite demandé dans ma tête, à combien de prix c'est pas possible pour vous de postuler en tant qu'artiste, de soumettre votre dossier parce que, c'est quoi le pourcentage environ? Ben moi, j'ai 49 ans, donc la plupart des projets, c'est avant 40 ans. Donc, oui, c'est ça. Puis de plus en plus, quand même, je dois dire, de compétitions, de concours, de trucs qui sont ouverts. Là. Puis d'ailleurs, quand j'ai eu la bourse Bombardier, ça a été dans leur réflexion. Apparemment, le jury a décidé malgré mon âge avancé, quand même m'octroyer la bourse parce que, justement, ça créait un précédent qui était d'ouvrir un peu à, justement, des femmes ou des artistes qui ne sont pas nécessairement des jeunes artistes qui commencent. Attends, on va voir si y a d'autres questions. J'en ai une subite, parce que je vous observe, je vous écoute, je vous suis un peu toutes les 4 sur les réseaux sociaux aussi. C'est un peu particulier, j'ai l'impression que quand je vous entends, on vise quand même une forme d'élite dans un monde d'élite. Moi, je me demande en tant que femme, qu'on soit âgé ou pas, est-ce qu'on est obligé de s'inscrire dans ce type de société, même artistique, dans ce monde d'art contemporain qui ne parle et ne pense que pour des élites? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer d'autres modèles de diffusion et d'autres modèles de communication pour les jeunes et les moins jeunes, pour la société? En tant que femme, est-ce qu'on n'a pas cette responsabilité de faire autrement que ce qui existe déjà? Bien, rapidement, là, mais avec Poste Invisible, oui, avec Poste Invisible, oui, on est un peu. Mais c'est vraiment, en tout cas, je pense, avec Poste Invisible, c'est vraiment important, justement, de démocratiser l'art, notamment l'art des femmes, mais pas que, là, l'art en général. Avec les différentes initiatives, on a mis en ligne des situations d'enseignement-apprentissage pour les écoles. Puis c'est sûr que c'est important de créer cette accessibilité-là entre le milieu des arts puis le milieu commun des gens qui ne sont pas nécessairement artistes ou collectionneurs. Fait que c'est sûr que c'est super important. Puis c'est comme ça que ça devient viable et pertinent aussi d'avoir une pratique, je pense. Oui. Oui, c'est important. Oui, il faut le faire. Ceci dit,
on n'a pas la responsabilité de le faire. On le fait déjà dans le communautaire, dans plein d'échelles différentes en médiation depuis toujours, j'ai l'impression. Les femmes ont toujours été comme super inclusives, puis ont voulu faire des projets à différentes échelles. Là, tu parles à nous autres, fait qu'on va te parler de notre milieu, fait que c'est correct, mais je pense que on peut pas tout faire, tu sais, aussi. On peut pas chacune d'entre nous être responsable de tout, puis ça, toute ma vie, j'ai voulu tout faire, puis essayer d'être inclusive à tous les niveaux, puis de penser à à un moment donné, ça devient impossible aussi. Puis là, je pense à tellement de gens qui ont comme tous les moyens du monde puis qui font rien. Et là, je viens du milieu des centres d'artistes ou même du milieu de mon petit projet DIY de musique, tu sais, où est-ce qu'on faisait nos costumes, on faisait nos affaires. À clair qu'on faisait comme toutes les affaires de médiation culturelle, tous les comités possibles, inclusifs, on les avait faites. Puis là, je parle comme mon chum dans son entreprise que j'adore, qui est extraordinaire parce qu'elle t'écoute. Mais, mais c'est d'autres échelles. Ils ne pensent pas du tout à ces affaires-là. C'est sûr qu'on a le milieu corporatif. Tu sais, donc, je veux aussi faire attention à notre santé mentale, à la responsabilité qu'on a sur les épaules, etc. Parce que, oui, c'est important de développer des modèles différents. Puis je pense qu'on va continuer à le faire. Puis à différentes échelles, chacun d'entre nous, on va le faire. Mais je ne veux pas me déresponsabiliser, là. C'est pas ça du tout que je veux faire. Mais je veux juste aussi dire qu'on ne peut pas tout faire tout en même temps. Ça, j'essaie de comprendre ça en vieillissant aussi. Mais moi, si je peux me permettre, je te connais. Donc, j'avais un malaise pendant cette conversation tout le long ici en me disant... Mais, tu sais, on est tellement dans un cercle privilégié, puis en même temps, on parle dans une foire d'art commercial où, hier soir, il y avait un VIP, ça coûtait 150 $ le billet, où on buvait des bulles, où tout le monde dépensait leur argent. Donc, moi aussi, je suis extrêmement mal à l'aise avec ça, malgré que, oui, j'aime ça, le champagne puis l'argent, là, tu sais. J'aimerais ça en faire, tu sais. Mais, effectivement... Il y a comme un malaise parce que je pense qu'il faut quand même rester, tu sais, on parlait de l'argent, de la valeur des femmes, mais ça nous ramène toujours à cette question-là du capitalisme, puis à cette question-là de la consommation, puis on peut aussi faire de l'art autrement, tu sais, puis je pense que c'est ça qui est problématique dans des foires, des trucs comme ça, c'est que ça reste extrêmement élitiste et ça s'adresse vraiment au monde de l'argent, tu sais, puis ben, c'est ça. Ouais. En même temps, c'est vrai que c'est à chaque personne de s'intéresser à la culture. T'sais. Moi, je me considère, je viens de Saint-Basile-le-Grand, puis je me considère pas comme une personne qui cohabite tant que ça avec la nature élitiste du monde de l'art. C'est vraiment pas ça qui me drive, mais c'est ça. Je pense qu'on peut faire notre petit bonhomme de chemin à notre manière. C'est sûr, des fois, il faut boire des bulles, mais... Ceci dit, je pense que tu as raison, que c'est important de continuer à être conscient de ça, puis à continuer de, oui, nous faire le chemin, mais aussi à sensibiliser les autres qui le font pas pour être sûr qu'il y a cette diversité de modèles-là. Parce que, non, il n'y en a pas juste un type de milieu, il y en a plusieurs, là, ça c'est sûr. Ouais. Mais je pense aussi, en tout cas dans mon cas, d'essayer d'atteindre un milieu élitiste, c'est que ça me permet une plus grande plateforme pour parler des questions qui me tiennent à cœur, puis ça me permet de faire rentrer des artistes qui n'ont pas encore accès à ça. Je pense, par exemple, au Centre d'art Daphné qu'on vient de partir. On est quand même 4 artistes établis. On met beaucoup d'énergie là-dedans pour faire venir des artistes des communautés, présenter des femmes, leur offrir premier show, exposition solo. Donc, on met beaucoup d'efforts d'utiliser cette notoriété-là pour redonner après. Mais ça, c'est une responsabilité sociale, je pense. Oui, diffusion. Il y avait une question. Je ne sais pas si tu veux te prendre... Ah, OK. Bonjour. Donc, ma question, c'est pas une question, en fait. Je voudrais plus vous entendre sur... on parle beaucoup de la place des femmes, mais ici, on a 2 mères. Chez Caroline, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais en fait, qu'est-ce que ça a comme conséquences ou désavantages? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit comme une profondeur qu'on amène à votre pratique ou que c'est encore pire d'être mère et femme dans le milieu d'art? Alors, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Moi, pour ma part, je dirais que quand j'avais le projet de musique, c'était vraiment je sentais que c'était une responsabilité pour moi de pouvoir parler de ça dans mon travail parce que, ayant travaillé à la centrale, c'était comme difficile de
de parler de maternité de façon non cliché, non stéréotypée. C'est comme souvent, on revenait au même type de langage ou la même amorce. Puis là, je me disais, OK, ben oui, c'est crucial comme expérience chez plein de personnes, mais c'est aussi, moi, comment je vais apporter ma visibilité là-dedans, puis comment je vais m'assurer qu'on ne me voit pas juste comme soit une personne, une career woman, je ne veux pas dire une carriériste parce que, mon Dieu, je ne me considère pas comme ça, mais comme soit une professionnelle, soit une personne sexuelle, qui est vraiment une grosse partie du projet de musique que j'avais, ou soit une mère. Tu peux juste être une des trois là, tout le temps. Puis moi, j'étais comme, non, on est ces trois personnes-là, on est toutes ces personnes-là. Donc, il faut comme un peu défaire ces limitations-là. Puis aussi, en même temps, j'ai toujours voulu montrer à ma fille que je faisais ça, puis que je faisais différentes choses, que j'étais capable de m'accomplir comme personne à la manière que je veux. Donc, une mère qui veut s'accomplir comme mère, c'est absolument légitime. Moi, je voulais le faire comme ça et je voulais jamais avoir du remords par rapport à ça. Donc, ça a orienté ma pratique dans cette manière-là, peut-être de travailler plus fort. Par contre, je me suis aussi fait dire, à un moment donné, dans une entrevue, oui, mais est-ce que tu ne montres pas un portrait irréaliste d'être mère, puis qu'en même temps, il faut que tu fasses toutes ces affaires-là? Donc, j'étais comme, hey, c'est un méga piège, hein? Donc, come on! Donc, si je décide de juste être mère, je suis comme, mais tu fais juste ça. Si je décide de m'accomplir, oui, mais là, attends une minute, c'est irréaliste. Je pense qu'on c'est important de se respecter. Puis oui, c'est beaucoup de travail, puis oui, c'est beaucoup de job, mais c'est aussi, comme tu disais tantôt, motivant de penser à ce que j'offre à ma fille comme modèle, l'ancrage que j'ai, puis tout en perdant jamais de vue, évidemment, ma relation avec elle, qui est le noyau de ma vie, là, je veux dire, genre, j'irai pas in the dark side, là, mais je veux dire, c'est comme, c'est la chose pivot là, dans tout ce que je fais. Donc, mais c'est aussi la source de stimulation, mais c'est aussi un méga casse-tête de faire son horaire autour de ça. Ça, c'est 100% clair. Écoute, moi, c'est une question vraiment compliquée. C'est une question difficile aussi. Moi, je rapporte vraiment comme douloureux avec la maternité, avec la famille. Je commence à me réconcilier avec ça, mais ça a été extrêmement, extrêmement difficile pour moi de faire la part des choses, mais d'apprendre à être une seule personne en étant mère et artiste et femme qui a envie de s'accomplir. J'ai toujours été comme dans une dualité jusqu'à récemment où j'étais tout le temps fâchée de ne pas être la mère que je voudrais être ou l'artiste que je voudrais être. Et puis, honnêtement, bien malheureusement, à ce jour, je pense quand même que c'est plus facile d'être une artiste quand on n'a pas d'enfant, parce que c'est extrêmement prenant. Nos pratiques prennent toute la place dans notre tête, prennent toute la place dans notre vie. Moi, je suis tout le temps en train de penser à mon travail, puis à réfléchir à tout ça. Puis c'est sûr que je suis souvent genre arrêtée par la responsabilité, la charge mentale de j'ai-tu fait un lunch, qu'est-ce qu'on va faire pour manger pour souper, les nombreuses choses qui font que. Mais en même temps, des fois, je me dis ça nourrit ma pratique aussi, et puis ça me permet d'avoir un équilibre. Mais c'est pas une question tranchable, blanc et noir. Je pense que c'est vraiment une question compliquée pour moi en tout cas. Ouais. Pour tout le monde. Ouais. Moi, j'ai pas d'enfant, mais ça occupe beaucoup de place dans le sens, est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas? Quel est le bon moment pour en avoir? Il y a une prochaine expo qui s'en vient, ça serait pas le bon moment. Ça va-tu m'empêcher d'atteindre les objectifs que je veux? Donc, ça occupe quand même beaucoup d'espace mental. Je suis à l'âge où je pourrais avoir des enfants, puis on me le pose constamment. Tu vas-tu avoir des enfants? Je pense pas qu'on demanderait à un artiste homme, tu veux-tu des enfants? Ouais, t'en auras pas. C'est une question personnelle, c'est une décision personnelle, mais c'est ça. Quel est le bon moment pour avoir des enfants quand on est artiste? Ça fait vraiment peur. Bien, ça occupe notre corps, tu sais. C'est vraiment la question du corps dans l'art féministe. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui prend énormément de place, tu sais. Puis la maternité, c'est ça, ça prend toute la place aussi. Oui, c'était une très bonne question. On aurait vraiment pu continuer longtemps sur ça. Mais bon, on va s'arrêter. Merci vraiment beaucoup d'être venus nous rencontrer ici aujourd'hui. Merci beaucoup à vous trois d'avoir fait partie de ce panel. Ça a été vraiment un grand plaisir, un grand bonheur. Donc, je tiens aussi à remercier la Foire Papier pour avoir invité Poste Invisible. Je sais que ça a été une initiative de Marie qui a pensé à nous faire une place à travers notamment la visite guidée qui va être demain. Là, on va passer à travers différentes galeries
galerie qui présente 50% d'artistes femmes et non-femmes dans leur kiosque. C'est vraiment... c'est touchant, puis ça donne un sens à ce qu'on fait, de voir qu'on a de la place qui se fait dans des milieux comme papier. Donc, je l'apprécie beaucoup. Puis, pour finir, je veux remercier toutes les personnes qui contribuent par leur parole et leur soutien aux avancements des causes féministes, mais surtout, merci à toutes les personnes qui contribuent par leurs actions, parce que je pense que c'est en faisant des choses, puis en les disant, puis en se gênant pas pour prendre la place, que les choses vont continuer de s'améliorer. Fait que, voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup. Mylène. C'était vraiment cool.